Il y a un client qui a une phrase que je trouve géniale et qui illustre parfaitement ce qu'on essaie de faire. Il a pour habitude de dire qu'avec Matera, l'immeuble est passé à l'âge adulte. Et que, en fait, tu passes dans une situation de dépendance à, ok, on se responsabilise, on prend notre destin entre nos mains. Alors oui, on va avoir des problèmes, mais on va les gérer de manière constructive et pas se taper dessus ou pas taper sur une personne extérieure qui va être un peu le bouc émissaire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de Quel est ton levier? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Victor, cofondateur et CPO chez Matera, qui est un SaaS de gestion de syndic de copropriété. Il va nous expliquer comment il a scalé Matera avec son équipe de 0 à plus de 8000 copropriétés gérées aujourd'hui. Allez, on y va tout de suite. Salut Victor, donc tu es le CPO de Matera. Aujourd'hui, vous avez près de 8000 propriétés sous gestion et vous avez levé, je crois, une série B à 32 millions d'euros l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Donc tu es venu aujourd'hui pour qu'on puisse se parler un petit peu de la stratégie produit et pas seulement, mais de développement de Matera. Donc je suis ravi de t'avoir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement? Enchanté Étienne, Victor, donc cofondateur de Matera. Je suis en charge de l'équipe produit. Est-ce que tu veux que je te parle de Matera en quelques mots? Avec plaisir. Moi je t'avoue que mon parcours il n'est pas, pas des plus chevaleresques. J'étais étudiant avant Matera et c'est ma première aventure. Belle aventure dans une boîte. Donc Matera, en fait, c'est parti d'un constat simple, d'un problème qui est que les gens sont pas contents de ce qui se passe dans leur copropriété. Bon, pour les spectateurs, vous le voyez pas, mais on est dans une librairie et juste de l'autre côté, justement, il y a un cabinet de syndic qui est une boutique un peu à l'ancienne et qui caractérise assez bien, en fait, aujourd'hui, ce que sont les syndics, les outils qu'ils ont à disposition. Donc le but de Matera, c'est tout simplement d'être bien dans son logement, d'être bien dans son immeuble. Et pour ça, on a une approche assez particulière, c'est qu'on a voulu redonner du pouvoir et de l'indépendance aux gens en leur donnant des outils pour faire le travail efficacement. Et en ayant un service plus complet avec des avocats, des comptables, etc. pour tous les cas un peu particuliers que tu peux avoir dans la vie d'une copropriété. Mais c'est une approche assez révolutionnaire dans la mesure où tous les acteurs historiques, au contraire, faisaient le travail à la place des gens, ce qui crée un petit peu un désalignement d'intérêt puisque ces acteurs n'avaient pas forcément d'intérêt à ce que tel ou tel immeuble soit particulièrement bien géré. C'est pas leur bien. Eux, ce qu'ils veulent, c'est maximiser leur rendement et du coup, on a voulu résoudre ce désalignement d'intérêt en redonnant le pouvoir aux gens. Et aujourd'hui, juste, je me permets de compléter, on le fait en France et en Allemagne. Ok. Vous avez combien de... C'est 8000, c'est ça, sous gestion propriété aujourd'hui? Ouais, alors on est à plus de 7000 copropriétés en France. Okay. Donc tu en as 600 000. Je te laisse faire le calcul, mais ça représente un peu plus de 1% des immeubles. Donc c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Et en Allemagne, donc c'est un petit peu plus embryonnaire, on est à 500 copropriétés actuellement. Ok. Et souvent les copropriétés, juste pour donner quelques chiffres, c'est souvent dans des grandes villes. Est-ce que c'est concentré à Paris actuellement et quel type de copropriété vous accompagnez? Parce qu'il y a, enfin, t'as une copro à partir de quoi? Quelques lots finalement? Comment vous segmentez les choses de votre côté? Très bonne question. Donc les copropriétés, évidemment, elles sont réparties en fonction de la taille des villes. Alors, on a à peu près 40% de nos copropriétés en région parisienne, mais il y a d'autres régions en province où on est assez fort et parfois il y a des trucs assez surprenants. Par exemple, le Pays de Gex, c'est la région frontalière avec la Suisse. Tu as pas mal de petites villes de 10-15 000 habitants, et là c'est une région où on est très présent. Ok, étonnant. Et à l'inverse, il y a d'autres grandes villes où Matera a plus de mal à s'implanter, par exemple à Bordeaux, où tu as une architecture assez particulière avec, tu vois, les échoppes, ces petits immeubles de 2 étages qui sont pas forcément une excellente cible pour Matera. Donc notre cible privilégiée, c'est vraiment les immeubles entre... allez, on va dire 5, 6 et 50, 100 appartements, quoi. Okay. Au-delà de 100, 150 appartements, c'est des immeubles qui ont une structure un peu plus compliquée à gérer et qui nous demandent plus d'accompagnement et un investissement plus fort de la part un peu des sages de la copropriété, qu'on appelle le conseil syndical. Donc c'est des cas un peu plus particuliers. Et juste parce que c'est vrai que la copropriété, c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes qui vivent en appartement. C'est souvent hyper compliqué. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Juste, tu peux nous donner un peu des détails sur, par exemple, tout le monde a son syndic. Son syndic donc prend des frais de gestion sur
sur toutes les dépenses, en fait, c'est ça qui passe par la copro, est élu pour une durée d'1 an. C'est ça pour en fait accompagner juridiquement et dans les opérations les copropriétaires. C'est bien ça? Exactement. Chaque immeuble en France et dans d'autres pays européens, notamment en Allemagne, a l'obligation légale d'avoir un syndic. Et ils ont pour ça 2 options. Soit tu vas faire appel à une entreprise dont c'est le métier, soit tu peux avoir un des copropriétaires ou plusieurs copropriétaires qui vont endosser ce rôle-là. Tout se joue en assemblée générale, que tu as 1 fois par an. Donc je pense que tu dois voir à peu près à quoi ça ressemble. Mais j'en ai fait une il y a 2 jours et c'était pas joli. Ouais, t'as parfois des scènes assez hautes en couleur dans ces moments-là. Et le rôle de ce syndic, si tu veux, c'est vraiment un administrateur. Donc lui, son travail, c'est de faire en sorte que les fournisseurs de la copropriété, les artisans soient correctement payés, puissent intervenir. C'est lui qui va les contacter quand il y a besoin. C'est lui qui va, quand tu vas avoir par exemple des impayés, imagine ton voisin de palier est mauvais payeur, ton syndic va parfois devoir entamer des procédures de recouvrement, ce genre de choses. Et dans ce lot de tâches, tu as beaucoup de choses qui sont automatisables. Et modulo le fait d'avoir un produit accessible à des gens qui n'ont pas de compétences en immobilier ou voire même parfois qui sont pas des stars en informatique. Et c'est de là aussi qu'est parti le constat de Matera, c'est qu'il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent être faites sans aucune connaissance préalable. Donc vous, votre proposition de valeur, c'est de l'autogestion, c'est-à-dire que c'est les copropriétaires qui directement vont se charger de la gestion du syndic. Absolument. Et la valeur que tu y trouves, alors c'est déjà de la transparence. Tu sais ce que tu dépenses, tu sais où part l'argent de la copropriété, qui est in fine ton argent. Tu vas faire des économies parce que ça coûte moins cher qu'un syndic. Et tu vas aussi gagner en efficacité. Parce que quand tu as un problème d'ascenseur ou une fuite ou quoi que ce soit, c'est pas le syndic lui-même qui vient réparer. Le syndic, lui, en fait, c'est uniquement une courroie de transmission qui va appeler un artisan, qui va contacter un artisan. Ce qui fait que, en fait, tu peux raccourcir le circuit et bypasser cet intermédiaire qui est le syndic en contactant directement toi-même ton plombier ou ton ascensoriste quand il y a un souci, quoi. Donc là, vous faites gagner combien en pourcentage ou en valeur à vos clients lorsqu'ils passent en direct avec Matera vs le syndic classique? Tu as un ordre de grandeur? Ouais, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 50-40% d'économie. Ouais, c'est beaucoup quand même. Exactement. Ouais. Parce que eux, souvent, ils prennent au moins 2, 3, 5% de chaque dépense. C'est ça le modèle? Alors, eux, en fait, ils se rémunèrent de 2 manières. Ils ont déjà tu vas t'engager pour 1 an avec un syndic et ils vont prendre des honoraires pour cette année. Ils vont dire, voilà, nous, cette année, c'est 4 000 €. Et en plus de ça, tu peux avoir des prestations exceptionnelles. Par exemple, quand tu as des travaux, quand tu as des procédures, ça arrive que les syndics prennent de l'argent sur ces prestations exceptionnelles. Ce qui est d'autant plus bizarre parce qu'en fait, sur les travaux, par exemple, c'est pas des gens du métier. C'est pas des gens qui sont maîtres d'œuvre ou quoi que ce soit, qui ont des connaissances particulières là-dessus. Donc c'est juste un moyen, si tu veux, pour les syndics de maximiser, de gonfler leurs revenus par rapport à la petite somme de travail supplémentaire que leur demandent ces travaux ou ces procédures. Et souvent, ce qu'on ne dit pas là, mais c'est que souvent, la personne du syndic qui est amenée à gérer ta copro, elle en gère je sais pas combien, et du coup, tu as très peu de réponses. En fait, au-delà du service et du prix, tu as un vrai manque souvent de proactivité, de réactivité, ouais. Et donc tu as une insatisfaction un peu structurelle du modèle de gestion. Ouais. Absolument. Franchement, les syndics nous aiment pas, clairement. Mais moi, je dois reconnaître qu'ils ont un métier difficile. Et c'est très difficile comme métier. C'est un métier qui est super difficile. T'as énormément de turnover. Parce que on appelle ça les gestionnaires, ont en effet des portefeuilles qui sont énormes par rapport à la taille de ce qu'ils peuvent absorber. Et ça marche pas. Les gens partent en burn-out, changent de cabinet tous les 6 mois, etc. et repartent de zéro en termes de connaissances, de suivi de leurs clients. Et ça, en fait, c'est vraiment la raison d'être de Matera, c'est que c'est le modèle général qui est à bout de souffle. Et c'est pour ça que nous, notre pari, c'est de miser justement sur l'autogestion, parce que le modèle actuel ne fonctionne pas, quoi. Et au-delà du fait qu'il fonctionne pas, je pense qu'il y a aussi on s'en rend pas compte, mais quand tu gères l'argent des autres, de copropriétaires qui ont en plus
des moments de vie différents, des objectifs différents, ça cristallise aussi pas mal les frustrations. Donc je te rejoins sur le côté un peu difficile du métier parce que finalement tu es obligé de gérer des situations humaines et voilà, t'as une AG, enfin c'est trop peu souvent, et donc dès qu'il y a une AG, c'est voilà, le syndic s'en prend plein la tête, enfin tout le monde, voilà, t'as l'impression, enfin c'est pas fluide en fait, on va dire que c'est pas fluide du coup. Exactement, et parfois ça peut être un peu le punching ball sur lequel tu vas taper quand les choses se passent mal. L'intérêt, c'est quand tu t'auto-administres, ça te responsabilise énormément. Alors, je dis pas que tu vas pas avoir d'emmerde, que tu vas pas avoir de problème. Ça arrive, hein. La copropriété, c'est le reflet de la vie. T'as des gens bien, des gens moins bien. Il y a vraiment tout. Mais il y a un client qui a une phrase que je trouve géniale et qui illustre parfaitement ce qu'on essaie de faire. Il a pour habitude de dire qu'avec Matera, l'immeuble est passé à l'âge adulte. Et que, en fait, tu passes dans une situation de dépendance à, OK, on se responsabilise, on prend notre destin entre nos mains. Alors oui, on va avoir des problèmes, mais on va les gérer de manière constructive et pas se taper dessus ou pas taper sur une personne extérieure qui va être un peu le bouc émissaire. Je veux aller un petit peu plus sur le produit et sur votre stratégie de développement. Donc vous êtes lancé fin 2016, c'est ça. Aujourd'hui, donc on se disait, vous avez une grosse partie de vos copros en France, l'autre en Allemagne. Comment vous avez fait pour... En fait, votre proposition là, je la comprends, mais comment tu as fait pour à un moment donné t'insérer dans justement ces décisions-là d'AG, parce qu'elles interviennent tous les ans. Au niveau marketing, c'est pas tout. Enfin, t'es un nouvel entrant. Les gens, finalement, faut aussi qu'ils gèrent eux-mêmes. Alors, il y a un gain de coût, mais il y a quand même des gens qui doivent administrer vos outils, vos logiciels et gérer la copro. Comment vous réussissez en fait à vous implanter en fait, par où vous êtes passé, par qui vous avez commencé et comment finalement vous réussissez à scaler autant sur la copro. Alors là où ce que je lis un peu en filigrane dans ta question, et tu as complètement raison là-dessus, on a un cycle de vente qui est très casse-couille. Exactement. On a un cycle de vente qui est très long parce que c'est des cycles annuels et on a un jour dans l'année où on peut convertir le client. Donc, t'as pas intérêt à te rater. C'est ça, ouais, exactement. Et ça, en fait, on a vraiment beaucoup amélioré petit à petit notre cycle de vente. Par exemple, on s'est rendu compte qu'un truc qui était crucial, c'était de parler avant l'Assemblée Générale à un maximum de copropriétaires dans l'immeuble et ne pas se reposer sur les 1 ou 2 leaders que tu vas avoir. Conseil syndical. Exactement. Donc, on demande vraiment en amont à ces gens-là de nous introduire dans la copropriété pour qu'on puisse faire une présentation de Matera. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, c'est que l'Assemblée Générale, c'est un moment crucial où il faut être présent. Ok, ouais, vous venez sur place présenter. Notamment dans la première Assemblée Générale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Assemblée Générale, c'est un truc qui est complètement irrationnel, qui n'est pas du tout une science exacte. Et on a remarqué que parfois, tu avais des gestionnaires, des syndics, donc qui sont vraiment qui sont en place, qui sont encore en place, qui vont présider l'Assemblée Générale, qui vont orienter les débats de telle ou telle sorte à ce qu'ils conservent leur mandat, ce qui est naturel. C'est comme quand tu dis qui vote contre vs qui vote pour, exactement. Ça change totalement le... C'est les ficelles du métier. Exactement. C'est les ficelles du métier. Et pour éviter ça, en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas se laisser rouler dans la farine comme ça et qu'il fallait des contre-pouvoirs, il fallait qu'on vienne pour présenter le modèle Matera et pour pas que nos prospects, nos leads soient démunis le jour de l'Assemblée Générale face à un gestionnaire qui connaît toutes les ficelles du métier, qui va orienter les débats de telle ou telle manière, qui va susciter des craintes, des peurs pour nous fumer, quoi. Ouais, c'est clair. Mais donc là, t'arrives en fait, tu génères ton lead conseil syndical, en gros. Ouais. Enfin, ou même copropriétaire. Et derrière, tu remontes, j'imagine, peut-être au conseil pour essayer de faire en sorte qu'à l'AG, t'aies une résolution pour que vous remplaciez le syndic. Vous présentez et vous closez. Enfin, là, tu closes sur place. Ouais. Si la résolution elle est votée, là, vous arrivez, quoi. Ouais, moi, je pense que tu es prêt à rentrer chez Matera. Hein, tu as bien compris la stratégie. En fait, quand tu récupères un prospect, un lead, c'est important d'identifier rapidement qui est le conseil syndical, qui est le président du conseil syndical, qui est un peu l'instance dirigeante qui va représenter les copropriétaires.
Et cette personne a vocation à être notre intermédiaire clé pour tout le cycle de vente. Là où on a de la chance quand même, parce qu'il y a aussi des avantages, il n'y a pas que des inconvénients dans ce marché, c'est que les gens qui sont mécontents de leur syndic, il y en a partout. Ouais. Il y en a partout, ça court les rues et on arrive à générer quand même beaucoup de leads, ce qui est aussi un avantage. Ouais. Mais du coup, ouais, tu es en contact avec le président du conseil syndical ou même le conseil syndical. Et donc, eux, derrière, en fait, la question que j'ai, c'est que souvent, enfin moi, en tout cas, mon expérience, c'est que c'est des personnes, parfois, qui sont peut-être un peu plus âgées, qui ont le temps de faire ça peut-être un peu plus, ou en tout cas, qui ont un historique avec leur immeuble, leur copro. Typiquement, nous, petite anecdote, on a essayé de monter un groupe WhatsApp, ça a fail complètement parce que il y en a qui se sentent, je sais pas bien sur WhatsApp, ils préfèrent le mail, etc. Enfin, pas toujours évident. Vous proposez un software, donc c'est ça, hein, vous avez un produit digital. Est-ce que les gens sont à l'aise avec ça? Vous n'avez pas de problème on va dire de market fit par rapport à, enfin, pas de market fit, mais on va dire d'usage et d'utilisation de votre produit par rapport à une certaine tranche d'âge, par exemple, de conseil syndical ou de copro, des choses comme ça? Comment te répondre? Je pense que nos clients sont assez hétérogènes. On n'a pas que des clients trentenaires qui habitent à Paris, loin de là. C'est même assez surprenant. Et on a beaucoup de quinquas, de sexagénaires, de retraités, des personnes plus âgées. On s'est efforcé depuis le début de construire quelque chose qui soit le plus simple, le plus intuitif possible, le plus accessible possible, avec vraiment des patterns simples, connus de tous, bien identifiés, etc. Donc on a fait un gros effort sur le design pour ça. Et ensuite, sur la composition si je peux te répondre sur le conseil syndical, tu as un peu plusieurs personas. T'as en effet, t'as des retraités, ça existe, mais t'as des personas qui sont un peu plus surprenantes. T'as par exemple tous les primo-accédants qui viennent d'acheter un appart, qui ont envie de se donner dans la vie de la copropriété. Et ben voilà. Et ça, en fait, t'as beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. T'as beaucoup de cadres aussi qui travaillent beaucoup et qui ont un volume de jeu très élevé, qui touchent à plein de choses et qui veulent aussi s'investir dans la copropriété. C'est une des personas qui revient beaucoup. Donc c'est finalement assez hétérogène et en fait l'enjeu qu'on a eu, c'est qu'on a un produit pour toutes les tailles d'immeubles, que tu as un immeuble de 2 apparts ou de 200 apparts, c'est le même produit pour toutes les personas. Et aujourd'hui, c'est vraiment côté produit la grosse contrainte, la grosse difficulté avec laquelle on a dû composer. C'est comment tu gardes quelque chose de simple, de facilement compréhensible pour toutes les formes de clients. Ouais, mais c'est intéressant et que tu parles de ces personas, c'est que vous avez identifié au fur et à mesure de votre expérience qu'il y a vraiment genre 3-4 personas dans le conseil syndical et qui ont, j'imagine, moi, ce que j'aime bien dire, enfin, tu vois, typiquement, je sais pas, vous l'avez peut-être déjà identifié, mais quand t'es primo-accédant, t'as l'impression que c'est l'investissement de ta vie. Il y a par exemple des retraités qui monétisent dans mon langage de marketing leurs biens, ce qu'ils ont en location, etc. Ils veulent payer moins cher. Et toi, t'es là, t'as acheté à prix d'or 30 ans après. Enfin, en tout cas, le prix au mètre carré, il a fortement augmenté. Et toi, t'as encore le crédit sur le dos, etc. C'est ton premier invest. Donc, t'es comme un dingue à vouloir faire en sorte que tout soit au carré sur ton immeuble, en fait. Donc, c'est ton bébé. Exactement, c'est ton bébé. Alors que, il y en a, voilà, c'est payé, c'est loué. En fait, c'est pas le même objectif, on va dire. Et donc, forcément, t'as envie de reprendre l'ascendant. Et je trouve que je raconte ça juste parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment toi, ta stratégie, on va dire, marketing, product et de sales va pouvoir matcher ces différents types de cas d'usage, en fait, quoi. Même dans un sujet, dans tous les sujets, en fait, t'as vraiment plusieurs cas d'usage et il faut les comprendre, en fait, pour bien les target, quoi. Tu prêches un convaincu. Ouais. Et juste pour revenir sur la partie, justement, sales, product et market, j'ai vu que vous faisiez pas mal de choses au niveau de votre acquisition également. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors côté product, on va intervenir vraiment à 2 niveaux. On va intervenir sur la lead gen,
Donc voilà, générer des leads, ça je vais y revenir. Et on va travailler aussi sur la conversion. Donc une fois que tu as des prospects, des leads, comment est-ce qu'à travers des outils tech, on va faciliter la conversion pour les sales. Ok. Donc sur l'acquisition, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit pas mal d'outils qui sont en libre accès. Par exemple, un comparateur de charges de copro qui permet de te situer par rapport à une moyenne nationale, etc. On avait publié un classement des syndics pour lequel on a eu un procès. Donc on a dû le modifier un petit peu pour enlever cette notion de classement, mais qui va plus être une liste des syndics et des copropriétés de ton quartier qui sont gérés par tel ou tel syndic. Donc on va vraiment travailler sur ce genre d'outils qui sont libre accès et qui sont assez orientés SEO. Et dans un second temps, sur la conversion, on va donner un maximum d'outils aux clients, aux leads, pour préparer son assemblée générale, pour commencer à toucher de la valeur avec Matera, quand bien même tu n'es pas client. Et en fait, cet outil va vraiment servir d'interface de communication entre les sales et les leads, qui vont pouvoir bien partager les bonnes infos, les bons documents, préparer l'assemblée générale ensemble, parce que c'est un vrai processus. Et c'est vraiment là-dessus qu'on intervient. Je me permets juste d'ajouter un truc, c'est qu'on n'en a pas parlé, mais on s'adresse depuis 6 mois aussi à un nouveau marché, qui est le marché des propriétaires bailleurs, où on propose de la gestion locative. Okay. Donc toi, par exemple, tu es propriétaire d'un appart que tu loues, tu vas avoir naturellement une partie gestion, par exemple envoyer toutes les quittances, si tu as un impayé, récupérer ton argent. Et ensuite, tu vas devoir en fin d'année, plutôt en ce moment, déclarer aux impôts ce que tu as gagné, avec une complexité plus ou moins grande en fonction de ton régime fiscal. Et ce second produit sert à faire ça. L'acquisition qu'on a donc sur ce nouveau marché de la gestion locative, c'est qu'on va vraiment essayer de leverager au maximum notre base de clients existante sur la copropriété, qui est le gros atout qu'on a, parce qu'on a une base de plus de 100 000 copropriétaires, dont beaucoup nous ont déjà demandé par le passé quand est-ce qu'on allait lancer ces services de gestion locative, etc. Et donc, on essaie vraiment de créer un écosystème de services où les gens vont utiliser Matera pour leur immeuble et pour leur appartement dans l'hypothèse où ils sont bailleurs. Ah, c'est intéressant d'avoir construit là-dessus sur parce qu'effectivement vous avez que des propriétaires du coup, donc ça fait beaucoup de sens. Ouais. Exactement. C'est un autre métier, mais ouais, je trouve ça intelligent. Ouais. Pour revenir sur la partie acquisition, aujourd'hui vous avez une répartition comment entre inbound et outbound de vos leads, parce que tu mentionnais le SEO, effectivement ces produits-là. Enfin, déjà quelle est la logique? En fait, est-ce que tu arrives à avoir des leads relativement chauds en leur poussant des listes de syndics, parce que dans ce cas-là, ils sont quand même dans une recherche j'imagine, de syndics et pas forcément de votre solution. Donc ils sont peut-être un poil en amont de la connaissance de votre produit en tout cas. Et après, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta répartition inbound, outbound et comment tu vois la chose Alors historiquement, on a toujours fait que de l'inbound, ce qui est assez confortable. Comme je te disais, les gens qui sont mécontents de leur syndic, on a beaucoup. Donc on s'est vraiment dans cette situation confortable où les gens viennent à toi. Après, il y a que entre guillemets 600 000 immeubles en France, donc à un moment, tu atteins, tu commences un peu à avoir des rendements décroissants. Et on a commencé à faire de l'outbound il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc on a testé plein de trucs. On a testé du publipostage, on a testé du porte-à-porte. Très très bonne expérience d'ailleurs, le porte-à-porte, super école de la vie et tout. Alors il y a des trucs qui ont bien marché, d'autres moins bien. Par exemple le porte-à-porte, ça a moins bien marché, parce que c'est des unit economics qui sont trop élevés. Donc si tu veux que le porte-à-porte marche, il faut vraiment cibler de manière très précise les immeubles dans lesquels tu vas aller. Donc c'est important d'identifier un peu des patterns, des modèles où tu sais que dans tel quartier, tu vas être très fort. Par exemple, il y a des villes, si tu prends toute la ceinture nord-est de Paris, Saint-Ouen, Montreuil, etc., Pantin, c'est des villes où on est très fort,
où on a plus de 5% des immeubles qui sont accompagnés par Matera. Donc là, justement, on essaie d'avoir cette approche plus ciblée dans ces zones-là. Est-ce que tu penses que le fait de densifier votre accompagnement sur une zone permet peut-être de rassurer d'autres cropos à côté? Absolument. Ouais, en fait, on a un peu, si tu regardes la carte, j'aimerais bien te montrer ça et montrer ça aux spectateurs, mais de montrer la carte de répartition des copros Matera. Tu vois que tu as un peu des grappes. Tu as des quartiers où, dans une rue, tu vas avoir le numéro 72, le 68, le 61, et tu sais derrière que les gens se sont parlé entre eux, qu'ils échangent, etc. Hein. Et ça, on essaie justement de le leverager, de l'utiliser au maximum en ayant une approche la plus ciblée possible. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, je te parlais du Pays Gex, qui est cette fameuse région transfrontalière avec la Suisse. On a fait une campagne de marketing local là-bas où on a fait radio locale, abribus, etc. pour vraiment essayer de maximiser, si tu veux, l'acquisition que tu vas avoir sur une zone donnée, quoi. Ça me fait un peu penser à Uber, en fait, au modèle Uber. En fait, tu tournes un peu les boutons sur OK, bon, bah, j'ai tant de drivers ou de clients à tel endroit. En fait, tu as une offre, tu identifies en fait ton impact sur une zone, et c'est là où tu arrives à mieux transformer derrière, et c'est intéressant. Et ce qui veut dire que c'est pas tant le syndic avec lequel, parce que j'imagine que tous ces immeubles à côté, ils ont pas le même syndic. Donc c'est plus le fait que les gens se parlent, se connaissent, et que ça rassure de se dire bon bah Matera gère près de chez moi, donc c'est pertinent pour moi. Complètement. Ouais. Et là-dessus, il y a encore un potentiel inexploité de dingue, qui est de créer des réseaux et de la communication entre ces petites grappes de copropriété. Donc ce qu'on a fait, c'est que par exemple, on a développé pas mal de groupes Facebook locaux qui permettent à ces gens d'un même quartier d'échanger sur les bonnes pratiques, etc. Et on a envie de renforcer ça au maximum, quoi, de mélanger dans ces groupes locaux des clients et des prospects. Pareil, dans chaque quartier, on essaie d'avoir un peu 1 ou 2 ambassadeurs pour aller essaimer vraiment dans le quartier, et venir aux assemblées générales même parfois. Et tu penses que même niveau produit, tu pourrais justement créer, je sais pas, dans le quartier, le prix de tel truc et de temps, enfin, tu vas essayer d'avoir des statistiques ou des bonnes pratiques vraiment sur vos data quartiers, potentiellement des fonctionnalités de chat où j'échange avec d'autres syndics, d'autres conseils syndicaux à côté, etc. Ou... Yes, sir. C'est exactement ce qu'on fait, en fait. Okay. Quand tu vas être... imaginons que tu es président d'une copropriété, ouais. Tu as besoin de faire des travaux. Et quand tu as besoin de faire des travaux, la question numéro 1 que tu te poses, c'est quel artisan je vais appeler, qui est la bonne personne. Et on met en commun, en fait, tous les artisans. Donc, tu vas pouvoir voir sur une carte qui sont les artisans qui sont intervenus autour de chez toi pour un corps de métier donné. Et tu vas pouvoir contacter la copropriété, le président de cette copropriété, en lui disant, voilà, j'ai vu les photos des travaux qui ont été faits, que j'ai vu que tu avais laissé telle info, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, est-ce que la personne était réactive, le travail qualitatif, etc., etc. Et ces effets réseau, c'est vraiment une des clés du système, quoi. Mais du coup, je reviens juste sur inbound vs outbound. Du coup, vous faites pas mal de local. Vous avez commencé l'outbound il y a, tu dis, un an et demi. Est-ce que maintenant t'es à peu près sur quelle répartition, et avec ta vision d'aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi le bon... Ouais, alors aujourd'hui on est sur une répartition, l'ordre de grandeur c'est à peu près 85-15, 85 inbound, 15 outbound. On aimerait scaler l'outbound parce qu'en fait l'inbound c'est quelque chose sur lequel tu vas plafonner un moment, alors que l'outbound t'as encore un potentiel qui est assez faramineux. En fait, on a quand même des cycles de vente qui sont longs. Donc tout ce que tu vas tenter, tout ce que tu vas voir, tu vas en avoir les fruits que dans quelques mois, etc. Ce qui est un peu frustrant, c'est que tu n'as pas un business qui est ultra pilotable, où tu vas directement voir si ton initiative, elle marche ou pas. Donc là, toute l'approche locale, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire il y a à peu près 6 mois, 1 an, et dont justement sur lesquels on va avoir des réponses là dans les 6 prochains mois. Ouais. En gros, ce que tu peux piloter, à la rigueur, c'est le rendez-vous que tu vas avoir avec ton conseil syndical ou des choses comme ça, mais
pas forcément ta vente, elle peut prendre du temps à se matérialiser. Exactement, ouais. Il faut regarder des indicateurs qui sont un peu plus en amont que la vente. Et sur ta stack marketing, tu mentionnais justement toute cette phase aussi de nurturing entre guillemets ou d'envoi d'informations de bonnes pratiques en amont de l'AG. Tu le gères avec quels outils? T'as quoi? T'as un HubSpot? On est sur HubSpot. HubSpot, okay. ouais, tout sur HubSpot. J'avoue, on a un peu tous nos œufs dans le même panier là-dessus. Ouais, mais beaucoup. On est beaucoup sur HubSpot, je pense. Ouais, donc HubSpot, et après vous avez votre process de vente par rapport à ça. Ouais, on a fait beaucoup d'outils maison. Comme je te disais, en fait, l'assemblée générale, c'est un processus qui est assez spécifique, assez particulier. Et du coup, pour la préparation de ce truc-là, qui nécessite en fait un produit dans lequel tu as plusieurs parties prenantes, le président, Matera, les autres copropriétaires, le syndic déjà en place, et où tu vas avoir des échanges, des documents qui vont partir dans un sens, dans un autre. Et ça nous a poussé justement à créer nos propres outils qui sont adaptés à ce parcours. Okay. Donc c'est des outils qui sont utilisés par les sales et par les clients. En plus de HubSpot du coup. En plus de HubSpot, exactement. Dont l'objectif est vraiment de fluidifier la conversion. Et toi, tu estimes une fois que ta vente est faite, comment tu gères ce renouvellement? Est-ce que tu as des sales qui sont... comment tu es structuré pour ça? Est-ce que tu as des sales qui gardent en fait un portefeuille client? Ouais, c'est ça. Alors, non, c'est pas ça. Non, les sales, une fois que l'assemblée générale a eu lieu, les sales, ils ont 2-3 choses à faire, notamment sur le procès-verbal, qui est le document qui est... Enfin, s'assurer que le procès-verbal est bien distribué à tous les copropriétaires, mais leur travail s'arrête là. On a 2 équipes. On a une équipe qui va vraiment être focalisée sur la première année, sur la mise en route des clients, parce que changer de syndic, c'est pas quelque chose d'anodin. Tu as énormément de choses à faire. Il faut ouvrir un nouveau compte bancaire. Il faut prévenir tous tes artisans que le syndic a changé. Tu as plein de documents à récupérer, de documents comptables, parce que quand tu vas commencer dans Matera, tu repars pas de zéro. Donc, tu as tout ce travail de paramétrage à faire. Et si c'est mal fait, si cette phase se passe mal, en général, c'est un client qui va être frustré, pour lequel on va avoir beaucoup de problèmes. Donc, on a vraiment décidé de surinvestir sur cette période pour ficeler le truc et faire en sorte que ça déroule pour la suite du cycle de vie du client. Donc, tu as une équipe qui est vraiment spécifiquement concentrée sur le démarrage du client, sur l'onboarding. Voilà, faire en sorte que les clients rentrent bien dans l'écosystème Matera. Et une fois que ça s'est fait, tu as une seconde équipe qui va prendre le relais et qui, elle, va vraiment suivre les clients sur le long terme. Ok. Customer success ou... Exactement, ouais. Voilà. Ok. Et donc sur et sur l'autre question que je trouvais sur la partie listing SEO des syndics, là-dessus, ça va, vous arrivez à avoir des marques d'intérêt assez fortes, même à ce niveau-là de lead, du coup? Ouais, qu'est-ce que tu as regardé justement sur les listings? Ouais, bah en fait c'est juste que vous mettez tous les syndics et tout avec les avis, c'est ça. Mais après vous prenez le lead à ce niveau-là direct sur la page. Enfin c'est une landing page en gros, c'est ça. Exactement. Mais du coup est-ce que la chaleur de ton lead là-dessus, enfin la qualité ou la valeur de ton lead là-dessus est aussi bonne que sur ta homepage ou sur tu vois un pitch beaucoup plus enfin tu vois des gens qui normal sur des gens qui vous connaissent déjà, mais sur des prospects qui cherchent directement, tu vois, une communication du type changer de syndic vs des gens qui cherchent un listing de syndic. En fait, ces pages-là, tu vas tomber dessus quand tu vas taper syndic plus le nom de ta ville. Tu vas par exemple taper syndic Châteauroux. Et mine de rien, syndic Châteauroux, c'est quand même une recherche qui est assez intentionniste. Ok. T'as une partie de volonté de changer là-dedans. Exactement. Donc pour répondre à ta question, les leads qui arrivent sur ces landing pages sont très bons. Ce sont des leads qui sont de meilleure qualité que la moyenne des leads Matera. Ouais, donc aujourd'hui vous avez quand même un gros play SEO par rapport à ça, quoi. Ouais, complètement. Il y a encore une marge de manœuvre qui est assez dingue là-dessus, notamment en Allemagne. L'Allemagne, c'est un marché qui est très fragmenté. T'as pas de gros acteurs de l'immobilier comme en France où t'as des Foncia, des Nexity, etc. Et du coup, sur le SEO, t'as un peu des trous, quoi. T'as carrément des immeubles qui galèrent à trouver un syndic. Je vais pas creuser trop dans les détails, mais la structure de marché fait que c'est vraiment facile. C'est beaucoup plus facile
d'acquérir des clients en Allemagne qu'en France. Intéressant. Parce que c'est vrai que souvent on pense que c'est peut-être plus dur, etc. Mais non, c'est... Ouais, ça me faisait peur un peu au début. Hein. Normal. Ah, franchement intéressant. Et du coup, sur la part... moi je voulais juste mentionner, mais le play SEO, souvent il est oublié, mais c'est quand même un levier avec énormément de volume, surtout lorsqu'on a un business où il y a des recherches un peu identifiées. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, on n'est jamais vraiment au bout. En tout cas, c'est un travail de longue haleine, mais qui a une vraie valeur dans business en inbound. On le voit dans votre cas, et souvent c'est un peu délaissé. Enfin, je suis 100% d'accord avec toi. Quand tu vois les sommes que tu verses en AdWords, que tu donnes à Google chaque mois, c'est effarant. Moi, je suis le premier frustré par cette situation. Ouais. Donc te dire qu'en fait, tu peux en partie te départir de cette dépendance en misant sur le SEO qui va te rapporter gratos une partie de ses leads, c'est un pari à faire. C'est clairement, c'est du long terme, mais c'est... Le truc, c'est que ça dépend aussi de, justement, c'est pour ça que je pose un peu la question de la chaleur du lead, c'est que parfois, si t'es pas sur une recherche très intentionniste, tu peux aussi manquer de qualité sur tes prospects, mais ouais. En gros, pour te donner un ordre de grandeur, entre des landing pages des requêtes qui sont très intentionnistes et d'autres moins intentionnistes, on a un écart de 1 à 4 en termes d'ordre de grandeur sur la valeur d'un lead. Ok, ouais. À peu près. Donc c'est pas si énorme que ça finalement. C'est pas si énorme. Je voulais juste terminer sur la partie product, VS marketing. T'as l'air de combiner les deux et d'être à l'aise avec les deux. On a parlé tout à l'heure du fait de votre produit puisse aider, par exemple, sur la sélection d'un prestataire, et sur le fait que ça vous aide à densifier localement votre valeur. On a parlé aussi du côté product, mais outils marketing. Comment est-ce que toi, dans ta roadmap, tu priorises les chantiers? Aujourd'hui, c'est quoi ta préo en fait du moment? Est-ce que au final, une fois que tu as énormément tu vois, t'es sur un marché où c'est dur de rentrer, t'as un moment de vente dans l'année, tu pourrais te dire j'investis un peu moins dans mon produit parce que finalement tu vois, le client il est là. Donc bien sûr tu continues à maintenir ton produit, à le développer, mais là c'est quoi? T'es plus sur un play forte acquisition, ou sur le fait d'être ultra bulk sur ton produit pour l'améliorer encore et encore. Ouais. Comment tu vois ça? C'est une bonne question, et c'est une question qu'on se pose tous les jours. La manière dont on répond à ça chez Matera, c'est que l'organisation produit, elle est construite sur les priorités stratégiques de la boîte. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est quoi les priorités stratégiques de la boîte? Par exemple, l'année dernière, c'était réussir notre implantation en Allemagne. C'était une des priorités stratégiques. Cette année, on a justement la diversification de nos revenus, avec notamment ce nouveau marché que représentent les propriétaires bailleurs. On a un gros enjeu sur l'efficacité de nos services clients. Donc ça, c'est vraiment les priorités stratégiques qu'on va avoir cette année. Et naturellement, il te faut un chiffre, un métrique pour savoir si tu avances bien sur la route ou pas. Et chacune de nos squads produits, en fait, on leur laisse une très grande autonomie. On leur file le chiffre en question et elles ont carte blanche pour l'améliorer derrière. Donc on leur dit, voilà, par exemple, l'équipe qui va travailler sur l'efficacité du service client, l'indicateur qu'on utilise, c'est la marge qu'on va utiliser. On va regarder le NPS aussi, ou même, moi je préfère regarder le churn que le NPS parce que c'est plus concret, je trouve. Et derrière, en fait, l'équipe fait ce qu'elle veut pour améliorer ça. Donc c'est un travail de product, de priorisation qui est assez classique. C'est que tu vas creuser tous les problèmes et toutes les opportunités que tu as, voir ce que ça rapporterait à Matera de résoudre le problème de saisir telle ou telle opportunité, au regard naturellement de l'énergie, du coût tech que tu vas avoir. Et du coup, c'est vraiment le rôle du product manager de concerter tous les stakeholders, tous les acteurs pour prendre la bonne décision et bien prioriser. Mais on laisse vraiment une très grande autonomie aux équipes pour ça. Et pour répondre à ta question sur où est-ce qu'on met nos billes, du coup, côté priorité stratégique, on a beaucoup investi là sur le développement justement de notre nouveau produit, qui va se développer assez rapidement.
Et le deuxième pilier sur lequel on a investi beaucoup cette année, c'est tout le service client. Donc vraiment l'efficacité du service client, faire en sorte que les clients rentrent bien dans l'écosystème Matera, le fameux onboarding dont on parlait tout à l'heure, et faire en sorte que les CSM qui prennent la suite du cycle de vie du client fassent efficacement leur boulot et les bonnes alertes pour détecter les clients à risque où tu as des problèmes, etc. etc. Ok. C'est un petit peu ça le schéma aujourd'hui. Hyper clair. Peut-être un dernier mot, vous levez des fonds en ce moment, c'est ça? Ouais, absolument. Donc on a fait une série B de 35 millions il y a 2 ans. Comme tu le sais, le marché de la tech est en PLS. Ouais. et on a quand même une chance, c'est qu'on était dans une situation où on n'était pas si loin de la rentabilité. Donc là, en gros, c'est une petite levée de fonds qui a vocation un peu d'être probablement la dernière, en tout cas pour les années à venir, pour tout simplement faire en sorte que Matera soit une boîte rentable et sorte complètement de la dépendance du marché du VC. Donc le tour, il est structuré de la manière suivante. Tu as une première partie, une première brique qui est mise par nos investisseurs historiques. Donc c'est 7 millions d'euros. Et le reste, 3 millions d'euros, qui sont apportés par la communauté Matera, donc les clients et les potes et la famille. Ok. Donc là, on est en pleine phase de souscription. C'est très bien parti. On a 5 millions de commits déjà, ce qui est top. Donc, on est assez confiant sur le fait que finalement que les 3 millions seront collectés, quoi. J'en doute pas aussi. Très belle boîte, franchement. Merci. Super parcours et merci pour cet échange. À très vite. Étienne. Salut. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez apprécié le contenu, je vous invite à liker, partager et suivre la page afin de voir les prochains épisodes.